Bonjour à tous. Déjà, merci de vous être déplacés pour cette 6e édition du Club Safe. Donc aujourd'hui, on va parler des différentes métriques dans Safe. Donc on va avoir 3 intervenants qui prendront le temps de se présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Mais on va avoir Kamel qui va commencer à nous parler autour des métriques d'équipe. On aura ensuite Julien qui va nous parler, c'est Julien après qui va nous parler de toutes les métriques DevOps, autour du DevOps. Et on finira avec Ronald qui nous parlera lui des métriques au niveau du portefeuille et du programme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par une petite introduction. Je vais déjà laisser la parole à Lucas qui va nous présenter la compagnie qui nous prête ses locaux ce soir et qui nous a mis à disposition toute cette nourriture. Donc voilà, il va nous parler rapidement de OnePoint et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Vas-y. Parfait, merci. Bonsoir tout le monde, merci d'être aussi nombreux. Je voulais prendre quelques minutes juste pour vous présenter OnePoint. Pour les plus attentifs et les plus grands suiveurs du Club Safe, la précédente édition du Club Safe, c'était en 2021, vous avez déjà en fait été introduit à OnePoint puisque le principal intervenant, c'était Charles Zawi, qui est leader de pratique agilité chez OnePoint à Paris, donc à peu de choses près le même poste que Alexandre chez OnePoint, mais côté France, qui nous avait parlé notamment de l'organisation produit au sein de Safe. Pour vous présenter rapidement OnePoint, on est une société de conseil et on se veut l'architecte des transformations numériques de nos clients. L'idée, c'est de pouvoir proposer un accompagnement tant par la mise à disposition de consultants et surtout, et c'est ce vers quoi on veut tendre et ce sur quoi on appuie, c'est l'accompagnement en mode projet. La transformation numérique, on l'entrevoit par une organisation chez nous en communauté. Donc on a des communautés d'expertise pour couvrir des sujets tels que le cloud, la cybersécurité, l'agilité, l'architecture. Des communautés de secteurs pour couvrir tout type de secteur d'activité, banque, finance, assurance, secteur public, transport, télécom. Et l'idée de ces organisations en communauté, c'est finalement de proposer un accompagnement sans couture de la stratégie jusqu'au déploiement d'une grande transformation numérique. Quelques chiffres, c'était la slide, je pense, d'avant. Non, pas de problème, je ne sais pas si vous avez eu le temps de les voir, mais globalement, on est 3000 dans le groupe et 160 à Montréal. On a fêté les 20 ans de OnePoint l'année passée en France et les 20 ans de OnePoint à Montréal sont cette année, en 2023. Et puis, du coup, l'objectif, c'est ça, de vous accueillir ce soir, c'est de pouvoir mettre à disposition les locaux pour le Club Safe. Et puis également, Alexandre, qui est leader de la pratique agilité chez nous. C'est une bonne façon de se réunir après cette dernière édition qui était à distance. Voilà, si vous avez des questions sur nos offres, nos références, nos clients, notre positionnement, n'hésitez pas. Hugo, mon collègue, je ne suis même pas présenté au final, mais je suis directeur de compte, donc vraiment en charge du positionnement des offres pour nos clients, accompagné d'Hugo. Et dernier petit point aussi, par rapport au positionnement en termes de communauté, quelques références un peu emblématiques du côté de Montréal, c'est que ce positionnement en termes de communauté, ça nous a permis de faire émerger des offres transverses qu'on positionne auprès de nos clients. En termes de références et d'offres emblématiques, sur la scène locale, on a notamment une belle offre sur tout ce qui est les bâtiments et les villes intelligentes. Donc c'est nous qui sommes aux manettes pour toute la future tour de la BNC, donc sur toute l'intelligence bâtimentaire. On a également une belle offre en local sur toute la fabrique digitale. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner nos clients sur le développement de produits qui sont un regroupement de savoir-faire, et toute la partie également expérience clients et employés, qui sont pareil, un regroupement de différents corps d'expertise. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on est à votre disposition, et puis bonne soirée, bonne présentation. Merci. Avant de laisser la main à nos chers experts, on va faire un petit rappel entre guillemets théorique, juste se mettre tous à la même page sur ce qu'on appelle des métriques, et puis après on va pouvoir y aller. Donc rapidement, une métrique, qu'est-ce que c'est? Donc une métrique, ce sont des mesures convenues qu'on va utiliser pour mesurer la progression vers un objectif commercial. Ces mesures, on va pouvoir les utiliser à différents niveaux d'une organisation. On va pouvoir les utiliser au niveau des équipes, au niveau du programme et au niveau encore plus haut, au niveau du portefeuille. L'objectif de ces métriques, c'est d'assurer qu'on va dans la bonne direction. C'est de se mesurer, on va atteindre notre objectif ou pas, et puis sinon, est-ce qu'on prend des actions correctives pour atteindre notre objectif. Donc c'est ça l'idée derrière les métriques. Quand on démarre à utiliser une métrique, normalement on devrait
par défaut, se poser 3 questions, à minima quelques questions. 3 questions pour savoir pourquoi est-ce qu'on utilise cette métrique. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de le mesurer? Déjà, il faut qu'on comprenne, pas juste mettre une métrique et puis la suivre et puis dire « Ah bah t'as pas la métrique, tac, je te tape sur les doigts ». Non, non. Pourquoi c'est important pour nous de suivre cela? Deuxième chose, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer? Que mesurons-nous? Et dernière chose qui est importante quand on met en place une métrique, c'est comment on va le mesurer. Mais ça va arriver à la fin de notre réflexion. Mais en tout cas, on va se poser la question, comment est-ce qu'on va opérationnaliser cette mesure et comment on va être capable, au fur et à mesure, de la maintenir à jour. Donc ça, à minima, c'est toujours, on va se dire, les 3 premières questions qu'on devrait se poser. Oui? J'ai une petite question pour toi, je suis désolé de te couper. C'est correct? Est-ce que tu comptes mettre à disposition les slides? Oui, oui, je mettrai sur la page LinkedIn du club, je mettrai les slides en format PDF. Merci. Hop. Dans Safe, il y a, on va dire, trois R majeurs où on va utiliser les métriques. Et ces métriques, en fait, dans Safe, elles ont un but précis, c'est de développer ce qu'on appelle l'agilité commerciale. C'est vraiment le saint graal de Safe. Quand on met en place Safe, ultimement, c'est pour avoir la business agility. Et donc, on va mettre 3 types de métriques qui vont nous permettre de nous assurer qu'on va dans la bonne direction. Premier type de métrique, ça va nous permettre de mesurer nos compétences, les compétences de l'organisation pour atteindre cette agilité commerciale. Premier type de métrique, on va mesurer cela. Deuxième type de métrique, c'est tous les outcomes, tout ce qui sort de nos équipes, de nos produits. Est-ce que nos solutions répondent aux besoins de nos clients? Donc c'est l'autre type de métrique qu'on va avoir. Typiquement, certains exemples, augmenter les revenus, tout ce qui est fidélisation. Donc c'est un autre type de métrique qu'on va pas mal utiliser dans Safe. Troisième typologie de métrique qu'on va pas mal utiliser, tout ce qui est autour du flow, du flux. À quel point est-ce que nos programmes, nos équipes sont efficaces dans la livraison des produits et des services. Donc voilà, avec les métriques dans Safe, les trois champs d'attention principales qu'on a. In fine, en bout de ligne, ces 3 types de métriques, toutes les métriques qu'on utilise dans Safe, elles doivent se relier les unes aux autres. C'est-à-dire que les métriques qu'on utilise au niveau des équipes, on doit pouvoir les comprendre et les agglomérer pour que ça fasse du sens au niveau du programme. Et ce qu'on utilise au niveau du programme, on doit pouvoir l'agglomérer, que ça fasse du sens au niveau du portefeuille. Donc toutes les métriques doivent avoir un lien entre elles, doivent pouvoir avoir une compréhension commune, et ce n'est pas des métriques entre guillemets en silo, que des métriques d'équipe. On peut utiliser qu'au niveau des équipes, ça c'est correct, ça va avoir du lien avec tout ce qu'on veut mettre en place à plus haut niveau. Donc on doit vraiment avoir un lien entre toutes nos métriques, ça va pouvoir faire un sens et raconter entre guillemets une histoire globale pour s'assurer qu'on va encore une fois dans la direction de l'agilité commerciale. Ce petit rappel étant fait, on va pouvoir passer à la présentation de Kamel autour des métriques d'équipe. Je te laisse la parole, Kamel. Merci Alexandre. Alors merci d'être présent ce soir là pour le Club Safe. Je ne sais pas si le micro fonctionne ou non. Bah, tant pis. Hein. Non, c'est pas grave. Je pense que vous comprenez assez bien. Donc merci d'être présent là ce soir. Je vais vous faire juste une petite présentation de qui je suis, ce que je fais, pourquoi je suis expert dans tout ce qui est agilité. Je m'appelle Kamel, donc j'ai 17 ans d'expertise dans les TI, la gestion, puis j'ai un peu parcouru la France, le Canada, le Luxembourg, puis aujourd'hui je me catégorise comme plutôt quelqu'un qui dans la transformation agile digitale. Parce que pour moi, la transformation, quand on parle de transformation, c'est passer d'un statu quo vers un autre statut, tout en chamboulant un peu une organisation, puis en essayant de garder une culture d'entreprise. J'ai découvert l'agilité en 2010 chez Chris Group, pour ceux qui connaissent les lunetiers. J'étais vraiment impressionné par l'époque, tout l'aspect qu'ils déployaient. À l'époque, ils déployaient un logiciel qui pouvait gérer toutes les boutiques de Chris à peu près dans toute la France, donc à peu près 3000 boutiques en tout, donc c'était vraiment impressionnant. Puis je commençais à l'adopter, puis Safe c'est en 2018 aussi en France, et puis au fur et à mesure, je travaille avec La Rochelle Groupe Conseil, puis je suis en mandat chez le Industrial Alliance Private Wealth Management, donc je participe à leur transformation Safe en ce moment. Donc là ils sont en train de passer sur un modèle on va dire Safe, qui va représenter l'organisation Wealth, parce que je vais après introduire Ronald qui va parler un peu pour son côté, mais lui aussi chez IA. Donc
Les métriques, pourquoi faire? Je vais enfoncer un petit clou là-dessus de ce que je disais à Alexandre. Les indicateurs qu'on mesure, surtout en équipe, parce que moi c'est la partie sur laquelle je vais me concentrer, c'est des mesures qu'on fait en continu. Je vais souligner sur ce mot continu, parce que ça ne sert à rien de démarrer des métriques, puis de les suivre de temps en temps, les mettre une fois par jour, enfin une fois par mois, c'est quelque chose vraiment en continu. Puis sur plusieurs dimensions, les 3 dimensions que je veux citer, c'est la productivité, la qualité, puis les opérations. Puis les objectifs sont principalement, enfin triples à ce niveau-là pour moi aussi, c'est partager une vision, c'est-à-dire que je vais faire descendre au niveau de mes équipes, puis au niveau des gestionnaires, puis en même temps, ceux qui sont les principaux acteurs, c'est les équipes. Donc pour eux, c'est très important de faire descendre la vision d'entreprise. C'est pour ajuster les orientations stratégiques d'une entreprise. Là aussi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est tout le temps dans une orientation un peu planification stratégique, puis au niveau des équipes, il faut que ça se reflète. Pour maîtriser les processus de l'entreprise, là aussi pour savoir qu'est-ce que font mes gens, qu'est-ce que font mes équipes, comment ils évoluent, parce que généralement, si on ne mesure pas, eh ben, on ne va pas pouvoir faire de l'amélioration. Alors, j'ai une phrase phare, c'est « mesurer pour reporter ». Non. C'est très important si vos gestionnaires vous disent qu'il faut mesurer, il faut nous faire montrer des métriques juste pour faire du reporting. Moi, je dis non. Je dis plutôt mesurer pour partager et s'améliorer. C'est-à-dire que là, on va être dans une transparence, on va partager ce qui se passe au niveau des équipes, au niveau de la productivité. Là, je reviens aux 3 axes, qualité et opération. Alors, là, les métriques d'équipe, j'ai un coup d'œil sur mon tableau de bord d'équipe. Vous voyez un peu, ça c'est tiré de la réalité. Hein. C'est vraiment des chiffres qui sont très... c'est pas théorique du tout. Hein. Vous allez voir en fait en haut, ici là, les sprints, les dates de sprint. Ici j'ai ce qui est planifié. Donc vous voyez bien, par exemple, j'ai planifié ma release 1 au niveau de mon sprint 3 et puis j'ai planifié ma release 2 au niveau de mon sprint 6. Ici, j'ai fait un petit clin d'œil aux fans de Star Wars. L'équipe s'appelle la Team Sith, pour ceux qui connaissent. J'ai plusieurs types de métriques ici. Il y en a certains qui sont calculés, puis il y en a certains d'autres qu'il faut insérer. C'est-à-dire que c'est moi qui renseigne au fur et à mesure avec mes équipes, au jour le jour, et ça me permet de calculer les autres métriques. Je sais, c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de chiffres, mais je vais partir, faut tenir compte de ce tableau-là que je vous présente pour pouvoir comprendre le reste. Alors, un seul coup d'œil. Je sais, c'est très agressif pour les yeux, il y a beaucoup de couleurs, c'est très coloré, mais c'est très important de pouvoir un peu lire ces métriques-là. Sur la gauche, enfin sur la droite plutôt, vous voyez que j'ai mis tous mes métriques que je mesure. L'initial commitment, le added work, removed work, completed work, doers capacity, ops work, defect work, theoretical velocity, business value created et defect backlog. Alors, j'avoue, c'est un peu barbare de vouloir mesurer tout ça, mais justement, ce que je dis en bas là, c'est il faut combiner plusieurs métriques safe pour prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Parce que si je prends une seule métrique ou 2 métriques ou même 3 métriques, puis je ne sais pas assembler certaines métriques avec les autres pour dire où est-ce que ça cloche avec mon équipe ou pourquoi j'ai tel comportement ou tel résultat, il faut pouvoir les assembler, puis les regarder peut-être des fois une par une, comme ça, ou les lire en même temps pour pouvoir comprendre. Je vais commencer un peu à dérouler, puis là vous allez voir un peu l'initial commitment. Là, les sprints de ma team site, on voit qui sont tous mesurés dès le départ. Pourquoi? Parce que l'initial commitment, c'est une valeur mesurée lors du PI planning. C'est ce qu'on appelle l'engagement d'une équipe. Et puis ça, c'est quand vous faites votre PI planning, on va s'engager sur un certain nombre de points. Ce nombre de points-là, c'est ce que j'appelle l'initial commitment. C'est-à-dire, vous voyez là, j'ai mis ici sur sprint 1, 26, 29, 29, 21, 35, 28, 35. Ça évolue de sprint en sprint, mais ça permet
de délivrer au niveau équipe ce que attend l'organisation. Donc ça, c'est très important à comprendre que c'est mesuré au début et puis lors du PI planning. Tu vois, Oui. ça c'est le poids en termes d'heures passées par Non, du tout, du tout. Il faut pas prendre l'initial commitment comme un... Enfin, moi personnellement, je suis contre de le mesurer en heures. Moi, je le mesure en story points. C'est-à-dire que quand on part sur, par exemple, un 26, c'est pas un 26 heures, c'est pas un 26 jours. Il faut comprendre quand on fait de l'agilité, du Scrum, puis même avant d'arriver au Safe, le concept de relativité. C'est très important, c'est-à-dire que si je fais la différence entre, c'est-à-dire quel animal est le plus lourd, je pense que tout le monde connaît ça, entre l'éléphant, le lion et puis le lapin, ben, je vais noter un 13, mon éléphant, puis un 1, par exemple, mon lapin, puis dire le tigre, ah, c'est peut-être un 5. Puis ça, ce qui vraiment donne la relativité, puis pas l'estimation en nombre d'heures, parce que les gens, on n'est plus dans la gestion de projet en termes combien on fait mes équipes d'heures. Puis je vais noter ça en heures, il leur faut 2 jours, il leur faut 5 jours, il leur faut... Non, ça on se détache de ça. Donc c'est vraiment en story point qu'il faut faire l'initial commitment. Là, vous allez voir que j'ai ma doers capacity, que j'ai mis en relief avec mon initial commitment. C'est quoi la doers capacity? C'est la capacité de l'équipe. Et puis le calcul dépend de la taille de votre équipe, de sa seniorité et la connaissance du contexte projet. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, si j'ai une équipe de 5 personnes ou 7 personnes par exemple, c'est quand j'ai par exemple un développeur senior ou un tech lead ou quelqu'un qui vient d'embarquer dans le projet, la capacité de l'équipe globale équivaut à la capacité individuelle de chaque membre de l'équipe. Un exemple, un tech lead, par exemple si un point est une journée, je vais peut-être le noter en 0,8. Je vais dire pourquoi je ne mets pas 1. Parce que généralement, on n'est jamais à sa capacité 100%, jamais. Je mettrai un 0,8 pour la capacité maximum, je mets un 20% en dessous. Puis, entre un tech lead puis un autre tech lead qui fait du pair programming ou qui fait des opérations à côté, lui, je ne vais pas le noter en 0,8. C'est très important parce qu'il va faire autre chose que les engagements qui sont fixés dans mon sprint. Donc là, je vais le mettre en 0,6, en 0,7. Puis quelqu'un qui arrive nouveau, alors lui, s'il est junior ou senior, ça dépend, ben je vais le mettre en 0,4, en 0,6. Puis c'est comme ça que j'additionne un peu les capacités individuelles de chaque membre de mon équipe pour derrière représenter la capacité globale. Et c'est ça qui donne le doers capacity que vous voyez qui ici est monté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rajouter de la capacité dans mon équipe dans Sprint 2, puis après qui est redescendu, comment ça se fait, puis qui est remonté. Donc là, je vais dérouler un peu les slides, puis vous allez comprendre un peu le pourquoi du comment. Là, très important, j'ai rajouté 2 autres métriques, qui est l'Ops Work et le Defect Work. L'Ops Work, c'est le nombre de points consommés en opération, c'est-à-dire, c'est quoi les opérations? C'est tout ce qui est rapport avec les déploiements, par exemple des choses qui vont, les configurations des pipelines de livraison, tout ça c'est de l'opérationnel. Le defect work, c'est le nombre de points consommés en prise en charge de defect. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, quand on démarre un projet, il n'y a pas de defect, c'est logique, il n'est pas en production. Mais après, quand il est en production, on va venir rajouter des defects au fur et à mesure qu'on fait des releases. Donc là, le nombre de defects, ça va jouer parce que, c'est-à-dire que c'est un travail que je fais en dehors de mon engagement. Certaines fois, on n'est pas censé faire du defect pendant un sprint, mais on en fait quand même. Donc c'est là que je le mesure. Fait très marquant ici, c'est que j'ai une doer capacity qui est à 34, j'ai un ops work qui est à 26, j'ai un initial commitment qui est à 26, puis j'ai un defect work qui est à peu près à 6. Je vous pose la question à tous, est-ce que c'est normal? Bah, vous allez tous répondre parce que si on additionne 26 plus 6, bah, on n'est pas à 36, hein. On est vraiment en dehors de ça. Puis, c'est peut-être l'équipe, quand elle a fait une initial commitment à 26, et ben là, elle ne savait pas qu'elle allait faire 26 d'ops work et puis un 6 de defect. Ça arrivait comme ça. Puis, si je déroule ma slide suivante,
Vous allez voir qu'au niveau de la... J'ai rajouté 2 autres métriques qui est en fait ici le completed work et le removed work. Ben, vous avez vu que j'ai réalisé que 13 avec mon équipe. Puis on s'était engagé sur 26. Est-ce que cette équipe, elle est productive? Question? Productive, oui ou non? Ah ben moi, je dis oui. Elle est très productive, cette équipe. Pourquoi? Si je reviens en arrière, elle a fait 26 d'initial commitment, 26 d'ops work et 6 points de defect. C'est une équipe super productive. Elle est à peu près 130% de sa capacité. Parce que n'oubliez pas qu'on a une capacité de 34 ici. Donc, elle n'a peut-être pas été au niveau de l'initial commitment, mais c'est une équipe super productive. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, quand j'ai vu que j'avais beaucoup d'ops work, j'ai rajouté des ressources. C'est pour ça qu'au niveau du sprint 2, ben, on a les doors capacité qui montent. Puis, j'ai rajouté un autre métrique pour notamment laisser les gens s'appuyer là-dessus. Et là, c'est très important. C'est ce que j'appelle la theoretical velocity. Il y a la vélocité. La vélocité, c'est tout le monde connaît cette métrique-là. Puis, il y a la vélocité théorique. C'est quoi la vélocité théorique? C'est la moyenne, enfin, c'est quelque chose qu'on a raffiné au fur et à mesure entre plusieurs Scrum Masters, puis avec l'expérience dans le métier et tout ça. C'est la moyenne des célérités des 3 derniers sprints multipliées par les doers capacity. Vous allez tous me poser la question, c'est quoi la célérité? Je ne sais pas si des gens ici connaissent cette métrique-là ou pas du tout. Si je reviens un peu, derrière, la célérité, c'est le completed work divisé par le doers capacity. Donc c'est ça. Vous voyez ici, j'ai un completed work qui a 13, puis j'ai un doers capacity, il est où mon doers capacity? Il est un peu plus haut. Ouais, c'est ça. Il est 34. Donc en fait, diviser le completed work par le doers capacity, ça donne un 0,38. Si j'ai un 1, là c'est linéaire, la célérité elle est linéaire. Mais en dessous, c'est-à-dire que mon équipe, elle n'est pas au niveau auquel je m'attends en termes de commitment. Puis au-dessus, on est dans une équipe, là par exemple j'ai 0,89, c'est une équipe qui se rapproche de 1. Ce n'est pas une équipe qui délivre ce que j'attends, mais c'est une équipe quand même qui se rapproche de ce qu'on attend de cette équipe-là. Je reviens ici à la theoretical velocity, puis vous voyez quelque chose de très très important, c'est que la theoretical velocity, elle a été tout le temps à peu près au niveau du completed work. Ici c'est 13, puis c'était un peu au-dessous, puis là c'est pareil, là c'est un peu en dessous, puis là c'est pile poil ici, 31, puis la theoretical velocity elle est là, puis là c'était à peu près là. Mon conseil en fait à ce niveau-là, c'est qu'il faut, je vous ai dit que l'initial commitment, ça se prenait au niveau d'un sprint. Si on a du vécu dans son équipe, puis qu'on sait c'est quoi sa theoretical velocity, il faut entre autres mettre l'initial commitment qui ressemble un peu ou qui vient s'aligner avec la vélocité théorique. Donc très important. Le premier sprint, j'en ai pas parlé, mais ça la célérité de l'équipe assumée multipliée par les doers capacity. C'est quoi la célérité de l'équipe assumée? Eh ben, tout le temps, on va assumer que mon équipe va livrer le nombre de points sur lequel on s'était engagé. Donc, généralement, on prend un peu en dessous, on rajoute, on enlève un 20%, puis on enlève aussi un 5% en plus, parce que pour faire un buffer qui nous permet en fait d'être dans la réalité, parce qu'on n'est jamais à 100%, puis on est toujours en dessous des 20% qu'on retient. Donc, je pense que c'est un peu tout pour moi. Je vais passer la parole à Julien. Oui. Je fais pas les questions. Non, je pense qu'on fera les questions à la fin, si vous voulez. À la fin. Faire les questions à la fin. Ouais. Autant pour moi. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Julien Dort. Moi, j'ai pas mis de grand texte explicatif de qui je suis parce que j'ai pas une grande biographie. Moi, je travaille pour la firme Gologic et en fait, je suis conseiller et formateur sur tout ce qui a trait au DevOps et au DevSecOps pour la firme Gologic. Et ma mission dans les 15 prochaines minutes, c'est d'être plus intéressant que le fromage et de vous parler des métriques DevOps. Donc, vous saurez mes 4 métriques, messieurs, pour savoir si je vais y arriver. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce que la
plupart des mandats que je fais en ce moment et le monde dans lequel je gravite, c'est tout simplement d'accompagner des équipes ou de former des gens qui sont dans une transformation DevOps. Alors, à main levée, qui a déjà entendu parler du mot DevOps? D'accord, à peu près, je vois qu'il y a quelques personnes. Ne vous inquiétez pas, il y a une définition, je vous rassure. À main levée, qui est dans une transformation DevOps? D'accord. À main levée, qui peut me dire si l'argent investi pour faire du DevOps a été rentabilisé? Ah, j'ai quand même des mains levées, je suis content. Ça va être le but, en fait, de ces 15 minutes, ça va être de vous proposer des métriques pour aider les équipes, puis aussi pour voir tout simplement est-ce que l'argent investi est intéressant. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En fait, dans la firme dans laquelle je travaille, on est typiquement dans la niche de tout ce qui tourne autour de DevOps, DevSecOps, SRE, donc on a des experts qui gravitent autour de ça. Et parmi les choses qu'on propose, on propose entre autres des bilans de santé, c'est-à-dire qu'on va chez les compagnies puis on regarde où est-ce qu'elles en sont et quelles sont les prochaines étapes ou qu'on conseillerait, un peu des plans de route si vous voulez. Donc c'est pour ça que, à force de commencer à rencontrer plein d'entreprises, on commence à voir un peu les problèmes régulièrement, puis la mise en place de métriques est un problème récurrent puisque les gens ont fait une transformation agile, puis on a demandé aux gens de faire une transformation peut-être safe, puis après là on est en train de demander à nos développeurs et nos opérationnels de faire une transformation DevOps. Continuellement, ils sont tout le temps en train de se transformer, nos pauvres employés, et au final on ne sait pas trop, ok, j'ai investi des millions en transformation, où est-ce qu'on en est? Donc moi je vais vous présenter 5 métriques qui gravitent autour de ce monde-là. Avant, je commence par la définition de ce que c'est le DevOps, parce que si quelqu'un s'est amusé un jour sur LinkedIn à chercher les offres d'emploi pour un DevOps, vous avez vu que ça va de l'administrateur système Windows jusqu'au développeur Java full stack, etc. C'est le nouveau mot à la mode. Donc, je vais repartir du livre de référence qui est le DevOps Handbook. Si jamais vous cherchez un livre à lire sur le domaine, c'est le livre de référence. Il a été écrit par Gene Kim, moi je l'appelle un petit peu le Shakespeare du DevOps, parce que c'est tous les livres, il y a son nom dessus. Et on a aussi Patrick Debois, c'est un peu les deux piliers fondateurs, entre autres, avec les deux autres personnes aussi, du monde du DevOps. J'ai mis en souligné et en gras les mots importants, comme ça on se simplifie. Grosso modo, qu'est-ce que c'est le DevOps? L'idée, c'est en équipe, et quand je dis en équipe, c'est toute la compagnie, on cherche à atteindre un but commun. C'est quoi le but commun? Ça sera à la compagnie de le définir. Mais en général, on va aller vers un but commun, on va travailler tous ensemble pour que le bateau aille dans le même sens. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça avec le DevOps? Eh bien, on met en place des mécanismes qui permettent d'aller en production rapidement. On est dans l'univers du développement informatique quand même, donc on va parler de mise en production, donc on va chercher à aller très 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 vite en production, le plus vite possible, du travail qu'on a planifié. Maintenant, ce qui serait bien, ça serait de ne pas aller en production avec n'importe quoi, parce qu'aller en production vite, on sait faire. Aller en production avec quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui ne casse pas tout, c'est là où le défi. Donc c'est pour ça que dans la définition, on a tout en assurant une stabilité, une fiabilité, une disponibilité et une sécurité de premier ordre. Donc notez que déjà dans le DevOps, on avait la sécurité. Ça, c'est la définition. Donc, on va aller vite en production, pas avec n'importe quoi. Donc, on va mettre en place des métriques qui vont vérifier ça. C'est un peu l'idée. Les métriques que je vais vous montrer, en fait, elles viennent d'un organisme qui s'appelle le DORA, mais au sein de SAFe, vous avez déjà un radar. Alors, c'est le Health, je ne sais jamais dans quel ordre vont les mots, c'est le Health Radar DevOps. Oui. C'est bon, je ne sais jamais dans quel ordre vont les 3 mots. Ça, c'est le radar de SAFe. Grosso modo, ce qui vous sert, il sert à un peu voir où est-ce que vous en êtes dans la pratique du DevOps au sein de la compagnie. Si vous allez sur le site de SAFe, vous allez trouver ce radar, une explication et surtout un fichier Excel qui va vous permettre de vous poser des questions puis d'essayer un petit peu de mesurer, d'avoir un espèce de graphique. Vous allez peut-être vous rendre compte en faisant ça que ce n'est pas des métriques. On va vous demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Enfin, c'est des questions, c'est très très bien de se les poser, mais ce n'est pas des métriques au sens où elles ne peuvent pas être mesurées constamment, automatiquement, etc. Donc, on va essayer quand même de mettre en place des choses automatiques. Alors ça, je me suis fait piquer le pitch plutôt par notre chère introduction, donc je vais passer.
Mais l'Eudora, c'est donc un organisme qui a été racheté par Google. C'est des gens qui, tous les années, offrent gratuitement un état des lieux qui s'appelle le State of DevOps, le Accelerate State of DevOps, avec l'année. Donc là, ici, c'est le 2019 pour cette photo-là, qui vous permet en fait de voir, alors ils auditent à peu près 50 000, enfin plus de 50 000 compagnies dans le monde, et en fait, ils regardent qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien. Donc plutôt d'aller boire un verre avec une personne d'une compagnie concurrente, vous pouvez essayer de récupérer l'info comme ça. Ou vous pouvez aller boire un verre avec la compagnie concurrente aussi, ça marche. Hein. En 2019, ils nous ont dit, l'Eudora, ok, on vous propose 5 métriques qui recouvrent un peu ce que ça doit être le DevOps, puis c'est ça que je vous présente. Ces métriques, je les ai utilisées, je les ai mis en place, j'ai vu d'autres collègues les utiliser, les mettre en place. Elles ont des avantages, elles ont des inconvénients qu'on va voir, mais au moins, elles balayent la quasi-totalité de la définition du DevOps. Alors je vous préviens, il y a des métriques un peu techniques, on va y aller doucement. On va commencer par la plus simple. La fréquence de déploiement. La fréquence de déploiement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de fois où vous avez mis le code en production dans une durée de temps. Est-ce que j'y suis allé une fois par mois, une fois par 6 mois, une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans? Si c'est une fois tous les ans et tous les 2 ans, il y a un problème, hein, je vous le dis tout de suite. Là, c'est le bouton panique. Hein. Mais la fréquence de déploiement, c'est tout simplement combien de fois je suis allé en production. Pourquoi? Ça donne des indications de ce qui se passe. Si je vais une fois tous les 6 mois en production, au niveau agilité, on est so-so, hein. On est d'accord. Hein. Parce qu'une fois tous les 6 mois, ça veut dire que mon processus de déploiement, il est éprouvé tous les 6 mois, que la personne qui fait le déploiement le fait tous les 6 mois. Je sais pas, vous faites les impôts tous les ans, est-ce que vous vous souvenez tous les ans de comment il faut faire, ou est-ce que vous faites comme moi, vous repassez des heures à essayer de recomprendre comment il faut faire? Bon, là, on est dans le même état d'esprit. Donc l'idée avec cette métrique, c'est justement de voir est-ce qu'on est capable de réagir. Donc au niveau du radar safe, cette métrique, elle va venir un petit peu couvrir le deploy et un petit peu tout ce qui va être release on demand. Alors, c'est débattable, on peut en discuter, mais pourquoi est-ce que j'ai mis le release on demand? C'est tout simplement parce que si vous avez une fréquence de déploiement élevée, si vous déployez tous les jours, forcément, si un jour vous avez une personne d'affaires qui vient vous dire « j'ai besoin que tu redéploies la version 3 », si tu déploies tous les jours, c'est rapide de le faire. Où est-ce que je trouve ce machin? Alors, je vous ai dit, c'est la plus simple. Normalement, quand vous avez une structure à peu près mise en place correctement dans la compagnie, vous avez, quand vous allez en production, un ticket qui est créé à quelque part. Alors, je dis à quelque part parce que des fois, c'est très créatif. Mais normalement, dans votre outil de gestion, donc ITSM, soit dans la gestion des livraisons, soit dans la gestion des changements, soit dans un outil de ticketing comme Jira, si vous avez une structure quand même utile, vous avez un ticket qui est créé pour aller en production. Bonne nouvelle, il suffit de les compter et de regarder les durées, les temps. Donc cette métrique se trouve quand même bien. Métrique suivante, on commence à rentrer un peu plus dans le technique, le taux d'échec des changements. Alors le taux d'échec des changements, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage de déploiements qui ont entraîné un échec en production. Qu'est-ce que c'est un échec en production? Habituellement, c'est quand des gens se font réveiller au milieu de la nuit. C'est un échec en production. Globalement, c'est je suis allé en production, j'ai mis du code en production et il y a quelque chose qui a cassé. Est-ce que c'est le code que j'ai mis? Oui, mais ça peut être autre chose aussi. Si vous avez déjà travaillé avec des équipes de développement et puis que c'est un peu la panique, ça arrive parfois qu'on aille en production puis qu'on casse la base de données. Ou vous mettez en production puis vous avez oublié de prévenir les gens d'opération puis vous vous retrouvez à faire beaucoup trop de requêtes pour ce que supporte l'infrastructure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les échecs de mise en production. Attention, si je déploie, que ça fonctionne, mais que ça ne fait pas ce que le client veut, ce n'est pas un échec de mise en production. C'est un autre échec, à un autre endroit, mais ce n'est pas considéré comme un échec au niveau du déploiement, au niveau technique. Alors là, en général, quand on a des problèmes, donc là c'est un pourcentage, quand on a des problèmes, ça vient sur plusieurs endroits au niveau du radar. Donc évidemment, tout ce qui est continuous integration, c'est là où vous avez vos tests. Donc si ça a cassé au niveau du déploiement, il y a peut-être des tests qui ont manqué. Il y a forcément des tests qui ont manqué. Ça va jouer aussi au niveau de la vérification, puis ça va jouer aussi au niveau de tout ce qui va être stabilisation de la production. Donc ça, c'est vraiment une métrique qui vient sur la définition. On était sur la fiabilité, la stabilité de premier ordre. C'est ça que ça vient couvrir.
Bonne nouvelle, on arrive globalement à bien la trouver, surtout au niveau des équipes d'opération qui ont ce genre de choses. Moi, en général, je la récupère au niveau de la gestion des livraisons parce que, en général, quand on met en production, on doit mettre succès ou échec sur le ticket. Donc, souvent, c'est une bonne première étape pour aller chercher cette information-là. On arrive sur le temps de restauration du service, troisième métrique sur 5. Temps de restauration du service. Alors, là, normalement, pour ceux qui n'ont jamais fait de l'opérationnalisation, on est dans un monde inconnu. C'est facile, c'est le temps qu'il faut à une organisation pour remettre en état de marche. On a cassé un truc, combien de temps? En secondes, en minutes, en mois pour certains. J'arrive à réparer. Ça, c'est important parce qu'au niveau du DevOps, on est sur tout le cycle de vie du logiciel. Donc, on est aussi sur le côté opérationnalisation. Donc, si on casse des trucs, on va être capable de le remonter rapidement. L'idéalement, c'est de ne pas le casser. On est dans le vrai monde, vous savez très bien qu'on va casser. Donc, essayons de réparer vite. L'avantage de cette métrique, c'est qu'elle se trouve facilement chez les équipes support. Alors, j'ai mis équipe support parce que ça dépend des compagnies. Vous avez les tours de contrôle, l'équipe support, l'équipe d'opérationnalisation. Il y a plein de noms pour ces équipes-là, mais normalement, vous avez quelqu'un qui, quand vous appelez, il y a quelqu'un qui décroche le téléphone. Voilà, c'est ces gens-là qui ont ce genre de métrique. Avant-dernière métrique que le DORA propose, qu'on peut utiliser, c'est la disponibilité. Alors, la disponibilité, c'est intéressant comme métrique parce que c'est le pourcentage de temps dans lequel le service est opérationnel. C'est-à-dire, une année, c'est 100%. Et à chaque fois que le service n'est pas disponible pendant une seconde, eh bien, on réduit ce pourcentage. Exemple, si vous travaillez dans une banque, les services bancaires en général essayent d'avoir des disponibilités de 99,99%, etc. 100% est impossible. Et si vous faites un 99,99 à chaque 9 que vous rajoutez, les montants pour aller récupérer un 9 de plus derrière la véhicule sont colossales et exponentiels. Je vous le dis, parce que vous avez des fois des requêtes de clients qui sont originales. Je voudrais 5 9 après la virgule. Oui, monsieur, on va voir. La disponibilité, ce n'est pas forcément un chiffre que vous voulez très élevé. Vous avez un site qui donne le menu de la cantine. Bon, bah, peut-être qu'entre 8h et 17h, ça suffit. Donc, on cherche une disponibilité plutôt de 60% parce que ça nous suffit, ça nous convient. Donc ça, c'est un chiffre qu'on veut avoir. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est être en dessous de la disponibilité de laquelle on s'est engagé. Si c'est le cas, bah, ça veut dire que ce qu'on déploie, on a beau faire quelque chose de rapide, bah, ce n'est pas dingue. Ça veut dire qu'on a un problème de qualité. Ça veut dire qu'on a un problème, on n'est pas capable de remettre rapidement. Donc c'est une autre métrique qui vient mesurer ce côté stabilité, fiabilité de la définition. Celle-là aussi, vos meilleurs amis sont les équipes support, puis tous ceux que j'ai dit avant. La difficulté que vous allez avoir, c'est que souvent les équipes support ont tout le système, la disponibilité de tout le système. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la partie qui concerne votre équipe ou votre direction ou dépendant à quel niveau de granularité vous voulez avoir. Donc ça va être un peu votre difficulté. On arrive sur le Saint Graal. Je vous le dis tout de suite, on veut tous cette métrique et c'est l'enfer à avoir. Alors, le lead time, stricto sensus, c'est quoi? C'est j'ai une idée combien de temps ça met pour arriver en production. Alors, la borne de fin, c'est facile, c'est la production. La borne de début, j'ai une idée, c'est plus touchy, c'est plus compliqué. On a plein de lead time qui ont été développés, pour permettre de réduire un peu le scope. Là, on va parler de lead time for change. Donc, une partie de ce lead time, qu'est-ce que c'est? C'est le temps qui est nécessaire entre mon développeur à sauvegarder du code, donc il a produit quelque chose, et le moment où j'ai la valeur d'affaires, c'est-à-dire que je suis en production et mon client peut l'utiliser. Ça, c'est super intéressant comme métrique parce que ça tape sur tout le spectre. Est-ce que les besoins ont été bien définis? Est-ce que mon développeur arrive à comprendre? Est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il sait déployer? Si je déploie tous les 6 mois, ben, mon lead time for change, il pourra pas être inférieur, il va avoir du mal à être inférieur à 6 mois parce qu'il va falloir attendre 6 mois avant que ça aille en production, donc il va falloir attendre 6 mois avant que je commence à rentabiliser le temps de mon développeur. Grosse difficulté de cette métrique, c'est qu'il faut faire des liens, et c'est là où est la difficulté, entre plein de systèmes. Pourquoi? Mon développeur, lui, il sauvegarde son code dans ce
ce qu'on appelle un GitHub, un SVN ou n'importe quoi, un endroit. Donc, ce qu'on appelle un gestionnaire de code source. Ce code sauvegardé, il faut que je fasse un lien vers une tâche. J'ai mis Jira ici, mais ça peut être n'importe quel outil de ticketing. Cette tâche, il faut que je la lie à un numéro de livraison. Cette livraison, il faut que je la lie à un endroit de réussite ou d'échec, etc. Donc en fait, il y a plein de systèmes qu'il faut plugger, qu'il faut faire les liens qui ne sont pas forcément faits dans les compagnies pour aller chercher cette métrique. Par contre, une fois que vous avez cette métrique, ça devient plus sympa de faire quelque chose comme du value stream mapping pour aller chercher les goulots d'étranglement, du value stream management. Si vous faites du value stream management, vous avez une chaîne de valeur là. Donc c'est intéressant de travailler dessus, mais je vous préviens, c'est la plus dure, donc je vous conseille, en général, je ne conseille pas de commencer par celle-là. Dernière slide, à titre indicatif, j'ai mis des statistiques. Alors j'ai regroupé plein d'endroits où j'ai trouvé sur Internet, vous avez le Dora, vous avez plein d'autres systèmes qui vous permettent, et aussi de l'expérience personnelle et de la compagnie, sur ce qu'on pense être des performances élevées, moyennes, faibles. Notez qu'il n'y a pas la disponibilité parce que ça dépend des systèmes que vous avez, mais si vous voulez. Alors apprendre avec des très grosses pincettes. C'est à titre indicatif pour voir à peu près où vous vous situez, pour voir les progressions que vous pourriez faire. Ne voyez pas ça comme une grille d'évaluation, etc. C'est juste pour vous montrer, essayer de vous jauger un peu. Ah, je passe la main maintenant. Ah, Ronan. Merci. OK. Donc, mon nom c'est Ronald Ramirez. J'ai commencé l'agilité, ça fait 17 ans, environ. Mais dans la partie Safe, on a commencé dans le 2018 chez Bell Canada, parce qu'on avait lancé plusieurs trains, plusieurs API. On continue mon parcours chez Bell jusqu'à le 2021, parce que j'ai changé Industrial Alliance, parce qu'aujourd'hui, je travaille comme Solution Train Engineer et aussi comme Agile Coach pour plusieurs équipes dans l'intérieur de la compagnie. En plus de mon rôle dans la compagnie Industrial Alliance, je travaille aussi comme formateur SAFe, donc pour le cours de formation, certification de SAFe avec la compagnie qui s'appelle Agile Agilist, ce qu'on offre tous les portefeuilles de certification de SAFe. Et le sujet que je vais présenter aujourd'hui, c'est la partie des métriques à niveau des trains. Okay. Il faudrait commencer par dire c'est quoi un train. Donc, on remarque la définition d'un train. Un train, c'est un ensemble des équipes agiles. Okay? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 équipes agiles, on va mettre ensemble et je vais travailler à niveau des trains. Donc, il y a certaines métriques qu'on va agarrer des équipes agiles, comme Camille l'a déjà expliqué. Nous savons combien de points on a planifié, combien de points on a livré, mais chaque équipe agile va avoir ses propres métriques. Et cette métrique, comme Camille l'a dit, ça va être à l'amélioration des trains, pas pour faire un reporting, pour améliorer chacun des équipes. Mais à niveau des trains, on va avoir aussi des métriques. En partie de cette métrique, vont être l'agrégation des métriques des équipes agiles. Quel type d'agrégation? On va dire, par exemple, combien de points mon train est capable de livrer. Ça va être l'agrégation des points de chacun des équipes agiles, par exemple. On va rentrer en détail dans quelques minutes. Et aussi, il y a certaines métriques qui sont propres au train, qui ne viennent pas de l'agrégation des équipes, viennent du travail fait pour les équipes, mais qu'on ne va pas l'agréger directement, sinon indirectement. Juste un exemple, au niveau des trains, on va livrer des features. Un feature, ça va être implémenté pour un ou plusieurs équipes agiles. Donc, je ne peux pas prendre que 3 équipes à livrer chacun un morceau de feature, il faudrait voir combien de features le train a livré, et pas combien des équipes sont participées dedans. Donc, il y a les deux types de métriques d'agrégation des trains. Comme je l'ai mentionné, cette métrique d'agrégation vient des équipes. Un exemple, c'est le nombre de story points. On va rentrer dans les détails dans quelques minutes. Et au niveau des métriques du train, sont plutôt liées à la progression des features, l'évaluation des business value que le train va donner à la compagnie. Okay. Ça, c'est le slide de départ. On va rentrer dans les détails. Premier point. Vous savez ici une collection de métriques d'une équipe agile. Pour votre référence, cette information vient de le Safe Community Toolkit. Si vous avez l'accès à le Safe Community, vous allez dans la section Toolkit et télécharger le Safe Execution Workshop, parce qu'il a tous les templates de Safe. Okay? Donc, cette Excel, c'est un Excel vient de cette workshop. Dans cette slide, on voit
des statistiques d'un seul équipe agile dans un PI. Ça veut dire Kamel avait présenté plusieurs sprints, donc on va compiler tout X nombre de sprints, on va dire 5 sprints en un PI, et on va capturer les métriques de cette équipe. Dans cet exemple, cette équipe a livré 295 points dans toutes les PI. Okay? Ce n'est pas un sprint, c'est dans toutes les PI. Nous savons combien de user stories à planifier, combien d'histoires à livrer, les enablers, les défaites, toute la métrique qui était expliquée pour Kamel, on l'a agrégée toute à niveau d'un PI. Et si nous sommes capables d'avoir l'information d'une équipe agile, on peut demander aux deuxième équipe agile de faire la même chose, troisième équipe, quatrième équipe, donc chaque équipe va mener ses métriques. Qui est le responsable de ça? C'est le Scrum Master. Okay? Le Scrum Master va collecter ses métriques pour améliorer son équipe. Et moi, je reste dans mon équipe. Après, je vais monter les métriques à mon RT. Et c'est mon RT qui va travailler sur l'amélioration de train. Le RT va aussi prendre l'agrégation. Et à cette partie de la slide, on voit l'agrégation de toute cette information au niveau des trains. Dans cette agrégation, on peut voir les R velocity, c'est la vitesse du train. Donc, mon train, dans cette PI, a fait 1436 history points. Okay? Ça, c'est la vitesse du train pour cette PI. Combien de user stories, combien de enablers, combien de défaites, les flots de distribution, si on voit juste la partie ici en bas, on a travaillé 73% de travail juste dans les story points, des business story points, 17% dans des enablers, dans le travail d'architecture, d'infrastructure, pour démarrer, pour mettre les pavés, pour continuer le chemin de livraison. Et aussi, il y avait 10% dédié à la correction des défauts. Et après ça, on pourrait aller un petit peu plus loin. Et plus loin, si je peux avoir l'information d'un PI, je peux avoir l'information pour 4 PI. Je vais demander à mes équipes, donne-moi l'information de 4 PI. Okay? Et il y aurait une version de cette train avec les 4 PI. À quoi est-ce que ça sert cette information? À ce point, je vais aller à la prochaine slide, il y aurait un view de c'est quoi la vitesse de mon train. Pas juste un PI dans les 4 dernières PI pour avoir une projection combien de points je serai capable de faire dans le prochain PI. Okay? Donc le Product Management va demander à l'RTI, dites-moi c'est quoi la moyenne de vitesse du train, parce que je suis en train de préparer le backlog. Je dois préparer un backlog en fonction de la capacité. C'est la plate arrivée au PI Planning, que le PI arrive avec 300 fichiers et l'équipe est capable de livrer juste 10. Donc le PI doit avoir à l'avance c'est quoi la vitesse du train. Et aussi l'inverse c'est plate, qu'on commence le PI Planning et l'équipe dit on a fini après 2 jours et l'équipe est disponible, on a repris juste 2 sprints, à cause qu'on ne connaît pas la vitesse du train. Donc c'est très important de connaître la vitesse du train pour planifier la préparation des prochains PI. On voit aussi certains stats, plutôt à droite, qui vont faire une comparaison, pas au niveau de l'équipe agile, au niveau de toutes les trains dans son ensemble. Ici, l'image en rouge, c'est le nombre de user stories planifiées. En bleu, c'est les planètes. L'intention avec ça, c'est faire une référence. Si j'ai planifié, dans ce cas, 136 et j'ai livré 115, on est pas mal. 5% de différence, c'est correct, c'est acceptable, c'est une bonne équipe. Okay? 10-15%, c'est encore acceptable, mais il faudrait prêter attention. Mais une fois qu'une équipe livre juste 25, et la différence est de 25 ou 30%, puis il faut prendre attention, regarder dans les détails c'est quoi le problème, c'est quelles équipes. Donc cette image d'ici nous donne une bonne idée de la façon de l'efficacité de mes équipes pour planifier des stories et livrer des stories. Même chose pour les enablers. Et on voit la distribution de toutes les trains. Donc, dans la distribution, cette train, on voit qu'il y a les PI 3, ça fait ici. Les PI 3, il y a une section bleue qui est la partie user stories et la section verte qui est les enablers. Donc, dans les PI 3, on a livré presque le même nombre de enablers que de business user stories. Pourquoi? Peut-être on a remarqué qu'on a besoin de livrer beaucoup d'infrastructures pour le futur. On a besoin de migrer vers Docker, vers les nuages. Et il faudrait travailler de façon intense dans le PI 3 pour préparer le prochain PI. Donc, bref, cette image, cette graphe nous donne une idée de la progression des trains
essayer d'identifier où est-ce que se trouve le problème au niveau des story points, où est-ce que se trouve la distribution de travail au niveau des user stories, que c'est la mesure de ce qui va y. La prochaine étape, c'est faire un exercice similaire, mais à niveau des features et enablers de niveau feature. Okay? Donc, ici, nous avons aussi l'information. Cette information de combien de features on a fait ne vient pas de ce qui va y, vient du train. L'article avec les PN, à la fin des PI, on va voir combien de features on a planifié, combien de features on a livré, et on va collecter aussi toutes les stats. Okay? Dans cette stat aussi, l'information, ça sert à voir est-ce que nous sommes proches de la planification de l'exécution. Parce qu'on peut avoir des super bonnes équipes qui font de bonnes stories, mais peut-être quand on fait la création au niveau des features, ça ne marche pas bien. Ils sont deux niveaux. Il y a une liaison entre les deux, mais sont deux niveaux à observer. Donc, dans l'image, on voit que cette train, il a planifié dans les premières PI 27 features planifiées et 24 livrées. Bon, pas mal aussi, on parle de 5%, 10%. C'est un train qui, ça marche bien. Et nous avons aussi les stats pour tout le reste. Et il faudrait voir, observer, pas juste au niveau des feature business, mais aussi au niveau des enablers. Un architecte doit valider que l'architecture qui est placée existe dans chacun des PI et que le nombre d'enablers committed au début des PI sont les enablers qu'on a livrés à la fin. Sinon, nous aurons des problèmes. Okay. Prochaine partie. On va voir une autre métrique qui est la métrique de flow de travail. Donc, il était déjà expliqué c'est quoi le flow de travail, mais quand on voit le flow de travail, normalement, on va l'attacher avec un Kanban. Okay? À niveau de train, nous avons les programmes Kanban, où est-ce que nous avons le funnel, analysis, backlog, implementation, test, deploy, release, donc chacun a son Kanban différent, mais on va faire un analyse de ça. Pourquoi? Parce que, si je reviens dans l'ancienne slide, ici, on voit la progression de la planification à la livraison. Mais il y a une histoire derrière. Okay? Ici, c'est je fais mon PI planning et après, qu'est-ce que j'ai livré? Mais il y a une histoire derrière. L'histoire derrière, c'est le temps qu'on a passé pour créer les features. Le cycle time qui s'est passé avec DevOps, okay? C'est tout le cycle complet. Un RTI va s'approprier de son Kanban de la même façon comme un Scrum Master se va approprier de son Kanban d'équipe. Le rôle d'un RTI, c'est optimiser le Kanban. Pas juste qu'est-ce qu'on fait des PI planning jusqu'à la fin. Tout le Kanban au complet. Tout le flow de travail. Okay? Et pour ça, il doit savoir c'est quoi le travail avant le PI planning. Donc le PI planning commence ici. Jusqu'à là. Et de backlog en avant, c'est la préparation du PI planning. Il faudrait mesurer ça aussi. Une bonne représentation pour mesurer ça, c'est le diagramme de flow, le Cumulative Diagram Flow, qui, comme je viens de dire, c'est associé à un Kanban. Dans ce diagramme s'affichent 3 PI au complet. Dans chaque petite section, nous avons le sprint 1, le sprint 2, le sprint 3, jusqu'à l'IP. Chacun de ces sprints, le travail qui était fait pendant ces 3 PI. Juste pour mettre un exemple, si on part du début, on voit qu'au début, on a 0 dans la section done. On a eu, les PI ont commencé, c'était c'est son premier PI planning, son premier sprint, et tout de suite, ils ont pris 10 features dans la phase d'implémenter. Ils sont partis sur le backlog, 10 features, tout un seul coup, en implementing, working in progress. Okay? Et ils ont gardé quelques features dans le backlog, quelques features sont dans la phase d'analyse, et un bon paquet de funnels décidés pour les futures features. Après ça, ça commence les premiers sprints, deuxième sprint, PI1, PI2, PI3. Juste pour mettre un exemple, imagine que vous êtes un nouveau RT. Okay? Et la question d'RT, c'est donne-moi c'est quoi la santé des trains. Ça, c'est un bon outil pour savoir la santé de ces trains. Si on commence à faire l'analyse de cette image, on voit que cette équipe, il n'a rien livré de PI1 Sprint 4 jusqu'à le PI2 Sprint 4 parce que la ligne bleue est flat. C'est une équipe qui n'a rien livré pendant presque toutes les PI au complet. Pourquoi? Il faudrait poser la question à l'équipe, tout ça, mais c'est cette image qui va nous dire nous avons un problème avec l'équipe, ou le problème avait un problème à ce moment.
Okay. Même chose si on analyse de cette section d'ici, la partie d'ici, okay. La partie analysis que ça monte. Qu'est-ce qui arrive à ce moment que l'analyse ça monte? C'est que peut-être un product management après un feature de funnel, il dit je vais travailler dans ça. Commence à faire l'analyse, ah, je suis bloqué, je prends un autre. Ah, je suis bloqué, prends un autre, ah, je suis bloqué. Ça commence à grandir la partie d'analysis in progress. Pourquoi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment est-ce qu'on peut améliorer cette flow? Donc bref, ce diagramme, c'est l'outil d'un artiste qui va analyser chaque fois qu'il va s'approprier d'un train et cet outil va nous donner où est-ce que se trouvent les points d'amélioration. On va passer à la dernière partie, que c'est la partie de business value. On a parlé de métriques, de numéros, on a dit notre équipe est capable de livrer 90% des features, mais sont bons tous features, c'est magnifique, mais les business ne les comprennent pas. Les business te disent, tu as fait 3 millions de story points, je ne comprends pas ça. Est-ce que tu as livré qu'est-ce que je t'ai demandé, oui ou non? Okay? Ça, c'est les choses que cherchent les business. Ça ne l'intéresse pas tes stats de story points, de features, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire ça. On va parler des métriques de business. Et je présente ici la question à la fin, mais je vais poser une question à vous. Okay? Nous avons deux trains, le train A et le train B. Le train A, à la fin de son PI, a livré 95% des features planifiées. 95%, presque parfait à niveau de livraison de features. Mais quand ils ont présenté le système démo, ils ont trouvé qu'ils n'ont livré juste 50% des valeurs que s'attendent les business. Par contre, le train B fait aussi son système démo, et le train dit, t'es pas bien dans notre progression de features, on a livré juste 50% de features. Mais avec les 50 de features, le business commence à regarder les valeurs et dit, avec ça, tu as livré 95% des valeurs qu'on avait planifié avoir à la fin de ton PI. La question c'est, vous aimeriez être parti de quel train? De train A ou de train B? B. Pourquoi? Allez-y. Tu poses la question pourquoi? Parce que essentiellement, on est là pour livrer la valeur, pas pour livrer les features. Ça? La feature, c'est métrique, mais on veut la valeur. Parfait. Comme tu l'as dit, c'est les story points, etc. Exactement. Oui, mais c'est. Moi, je veux le train A. Oui. Parce que dans le train B, ils ont livré la moitié des features, puis 95% de la valeur. Ça veut dire que la moitié des choses dans leur backlog, c'était 5% de ce qui valait quelque chose. Oui. C'est du pas grand-chose à livrer comme valeur. Oui, et ils Pourquoi n'ont c'est pas. dans le backlog? Exactement. Il a un problème dans la définition de backlog, probablement, c'est un bon point. Et des points de vue project manager. Le project manager, tu as livré 95% de ce que tu as planifié, c'est magnifique. OK. Côté gestion, TI, nous, comme TI, on a livré 95%. Mais dans SAFE, on essaie d'aller sur le business agility, on essaie de livrer les valeurs. Donc, bref, à cette question, c'est très important. Où est-ce qu'on va aller la balance? Livrer les valeurs. Et pour livrer les valeurs, il faut avoir aussi des stats, des métriques. SAFE propose les méthodes de Program Predictability Measurement, que c'est la progression de business value, le pourcentage de business value. Ça veut dire que dans le PI planning, les équipes agiles vont définir ses objectifs. On va mettre des business value à chacun de ces objectifs. Les équipes d'affaires vont donner les business value. Et à la fin du PI, on va dire combien de business value l'équipe a livré, avec les committed et l'uncommitted. Pour rentrer dans les détails, mais c'est la méthode de SAFE, identifier les business value et la progression. Après ça, qu'une équipe agile, dans le PI planning, était capable d'identifier ces points, à la fin du PI, ils vont dire, OK, combien de business value j'ai livré en fonction de ce que je vais engager. Dans cette équipe, c'est 76%. Je vais poser la question à l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, et je vais arriver, excuse-moi, PI sur PI, l'équipe 1, PI 1, PI 2, PI 3, et j'arrive que cette équipe numéro 1, il avait livré 76, 80, 92, 70, 81% de business value. Ça, c'est la chiffre que cherche le business. Combien de valeur est capable de livrer ce train? Quand tu me parles de feature, story point, je ne comprends pas. Je cherche cette chiffre. Si je voudrais mettre $1 million de plus dans ton train, je voudrais savoir cette chiffre. Okay.
Et de la même façon, on va demander à les 4 équipes agiles de donner cette stat. Et chaque ligne d'ici, c'est PI1, PI2, PI3 pour chacun des trains. On fait l'agrégation, formule Excel. Ce template vient de les Safe Community, vous pouvez télécharger le template et l'utiliser. Et la ligne rouge ici, ça représente pas l'agrégation, c'est la pondération de la progression des valeurs de ce train. Et je vois que ce train, il a une projection de 85% de valeur. Moi, je suis un stakeholder, je vais mettre l'argent, j'ai 4 trains, où est-ce que je vais mettre l'argent? Dans le train qui va produire un bon retour d'investissement à partir de business value. Okay. Donc, ça c'est la chiffre au niveau de business value. Juste pour finir, je vais glisser quelques mots sur la métrique de portfolio. Le portfolio c'est complexe, c'est grand, je ne peux pas rentrer dans toutes les métriques, mais il y a certaines métriques à prendre en considération. Le portfolio c'est corporatif, dans la compagnie, on va essayer de chercher est-ce que nos employés sont engagés, est-ce que les clients sont contents. Et là, les 4 métriques d'ici qui sont un peu liées à la partie qu'on a déjà révisée aujourd'hui, Business Agility, qu'Alexandre a parlé au début de la présentation, la performance de portfolio OKRs, les gens qui aiment beaucoup les OKRs, travaille beaucoup dans les OKRs, dans la partie portfolio. La partie de la chaîne de valeur des KPIs, donc chaque fois que nous avons un produit, on va attacher à une chaîne de valeur, SAFe utilise KPI comme métrique pour cette partie. Et finalement, pour la prévision des programmes, nous avons l'information d'un train. Il faudrait mettre tous les trains du portfolio ensemble pour savoir c'est quoi la progression des valeurs de mon portfolio. Okay. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Ronald pour cette partie. Si vous avez des questions autour de tout ce qu'on vient de voir, ou même d'autres questions là qui vous ont un peu chatouillé l'esprit par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, c'est le moment. Oui, vas-y. Pour le concept de train, ça nécessite une agrégation de plusieurs données, de plusieurs équipes. Et là, la supposition qu'on fait, c'est que les équipes ont tous la même compréhension de ce que c'est un point, ou bien ce que c'est un business value, alors que ce n'est pas toujours évident. Est-ce que c'est compris dans tout ça, ou il faut faire du training pour que les équipes soient toutes alignées, est-ce que vous avez un point? C'est vraiment une supposition sur laquelle vous bâtissez tout ça. C'est une bonne question. Quand on parle d'un train, on parle des équipes qui ont besoin de travailler dans les mêmes champs de valeur, dans les mêmes value streams. Okay. Donc ça veut dire qu'on travaille dans les mêmes produits, pour résoudre la façon. Ce n'est pas l'intention de faire un train à cause que moi, je suis le directeur de 5 équipes, ils font chacun 3 produits différents, je vais les mettre ensemble. Non. Est-ce que nous avons des équipes qui ont besoin de travailler ensemble, qui ont des dépendances, qu'il faudrait planifier ensemble, qui ont des risques ensemble, qui vont déployer ensemble? Quand nous avons cette situation, c'est propose monter un train. Mais si tu n'as pas cette situation, si tes équipes travaillent chacun dans son coin, à pas des choses en commun, ils ne vont pas déployer ensemble, tu n'as pas besoin de monter un train. Quand tu as la situation d'avoir plusieurs équipes qui ont besoin de s'organiser au niveau des trains, à cause de ce que je viens de dire, oui, on pourrait lancer un train, mais l'information. Et avant de lancer ton train, ton pipeline, c'est quoi un train, pourquoi est-ce qu'on fait un train, c'est quoi les secondes de train, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on va faire dans le pipeline, qu'est-ce qu'on va faire dans le système Nemo, et l'information. Donc la recommandation c'est, regarde si vraiment tu as besoin d'un train, et à ce moment on dit, ok, on a besoin d'appliquer Safe, et après ça, avant de lancer tes livraisons comme train, fais la formation qui s'appelle Safe for Train. Tu comprends la question? On va essayer au maximum de normaliser comment les équipes fonctionnent. Mais tu as raison, dans la théorie, un point d'une équipe A et un point d'une équipe B, ça pourrait être 2 notions totalement différentes parce que chaque équipe, comme on l'a dit au début, c'est relatif, chaque équipe va le faire. Mais on va faire en sorte qu'il y ait une compréhension commune, un langage commun, parce que comme dit Ronald, ils vont travailler. Normalement, la base de Safe, c'est que tu es organisé autour d'une chaîne de valeur. Donc c'est que tu es dépendant les uns des autres, que tu n'as pas le choix de travailler ensemble. Donc ayons un référentiel commun, une connaissance commune. Ça se bâtit, hein, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, ça prend du temps. Et après, tu as des métriques qui veulent dire quelque chose. Je peux rajouter à ça que, par exemple, je te donne un exemple très concret, c'est que, par exemple, quand tu as des équipes qui sont dans un seul train, puis qui par exemple, dans ta compagnie, tu as un parcours utilisateur. Puis ton parcours utilisateur est découpé en plusieurs parties. Puis ce que tu vas faire, par exemple, ce qui donne
un peu l'assurance que ces équipes ont la même notion du story point, c'est qu'ils travaillent sur ce train-là est découpé sur une des chaînes de ton parcours utilisateur. Je te donne un exemple. Dans un truc e-commerce très classique, quand tu rentres dans ton site e-commerce, c'est la partie engagement de l'utilisateur. Tu vois. Donc en fait, tout ce qui a attrait à présenter des produits, la présentation, tout ce qui est du front-end et tout ça, si toutes les équipes dans ton train travaillent sur la partie engagement des utilisateurs dans ton site e-commerce, ben, ils vont avoir forcément peut-être la même notion de définition de story point. Puis en passant d'une partie du parcours utilisateur à un autre, tu vas placer tes trains. Ça fait partie aussi de, peut-être Ronald il peut un peu en parler, quand on fait le value stream mapping, c'est généralement sur le parcours utilisateur qu'on peut baser notre value stream mapping. Enfin, un exemple tout bête. Hein. Ouais. Une autre question. Pour le train, le premier train, sur la slide des deux options là, comment ça se fait que ça a été valorisé à 50%? Est-ce que le business a payé pour que le travail soit fait? Donc, si quelqu'un qui paye, c'est qu'il valorise le travail. Peut-être c'est purement technique, mais peut-être que c'est un manque des équipes IT qui n'ont pas su vendre assez leur travail. Exactement, c'est un bon point. Et il y a une phrase, je ne rappelle pas la phrase par rapport, qui dit « Nous sommes qu'est-ce qu'on mesure ». Quand tu es des équipes, on va mesurer ta productivité en fonction de combien de points tu vas livrer. L'équipe essaie de livrer le nombre de points. On va mesurer ta productivité en fonction de combien d'histoires tu es capable de livrer. L'équipe va essayer de livrer le plus nombre d'histoires parce que son bonus à la fin d'année dépend de sa productivité qui est mesurée en fonction d'histoires. Mais des fois, on ne prend pas la bonne décision de la priorisation du travail. On commence à prioriser. J'ai besoin de livrer beaucoup de story points, donc je vais faire le travail plus facile qu'à beaucoup de story points. Je ne ferai pas la partie complexe, mais des fois, cette partie complexe donne beaucoup de valeur vers le business. Donc, la différence des chiffres, c'est à cause qu'on n'a pas bien priorisé le travail, parce que nous sommes qu'est-ce qu'on mesure. Si quelqu'un, tu as été un bon développeur, une bonne équipe, si tu fais beaucoup de points, ils vont essayer de livrer des points. Par contre, si on change le mindset, les équipes à partir d'aujourd'hui, la mesure c'est les business value. Okay. Donc ils vont observer c'est élément historique, feature qui produit plus de business value, ils vont dire je vais m'approprier de cette organisation pour moi parce que je voudrais avoir mon cours qui monte pour avoir mon bon productivité à la fin. Okay. C'est le mindset a changé. Non? Nous sommes qu'est-ce qu'on mesure, il faudrait éduquer nos équipes à qu'on va les mesurer en fonction des business value à la place des points, stories ou c'est peut-être aussi un travail qui n'a pas été fait de l'effort versus value. C'est-à-dire que quand on prend un peu qu'on coupe en 4, qu'on fait des blocs, 4 blocs, puis tu mesures les efforts versus ta value, et ben tu vas voir, je vais mettre les efforts là où ça me prend moins d'efforts, où je délivre le plus de valeur. Ça, par exemple, généralement, c'est les PM et puis les PO au niveau des équipes qui le font. C'est-à-dire le PM, lui, il va arriver, il va dire moi, je veux que mon équipe concentre le plus de ses efforts sur qu'est-ce qui me rapporte le plus de value. Ou le contraire, dire non, je ne faites pas beaucoup d'efforts, mais que vous maximisez la value. Puis est-ce que ce travail a été fait lors du PI planning? Moi, dans plusieurs de mon vécu, si ce travail n'a pas été fait, il y a un problème parce qu'on ne va pas arriver à cerner quel business value on va livrer. Puis on va peut-être gaspiller beaucoup d'énergie, puis livrer beaucoup de features, mais qui n'ont aucune business value. Ou peut-être très peu de business value. Donc ça peut être des enablers, c'est ça, parce que ça peut être un PI qui va te consacrer à des enablers, par exemple, ça arrive. PI 3. PI 3, c'est ça. Et en effet, dans les organisations, tu as beaucoup de biais. Parfois, les gens ont tendance à vouloir livrer des points. C'est culturel, c'est parce que faut que tu livres. Donc, on livre des points, on fait des points. On ne se questionne pas sur la valeur. On veut livrer des points. Tout le monde a ce focus-là. Normalement, à la base de la base, les points, c'est une métrique d'équipe. C'est pour que l'équipe entre elles soit capable de juger et de mettre un bon lot de travail. Et comme on a tendance à surexposer cette métrique, et au final, comme dit Ronald,
et ben vu que c'est important pour tout le monde ça, on va livrer des points. On doit livrer des points, on va livrer des points. Est-ce que ça a de la valeur? Ça toujours. J'ai une question là-dessus parce que justement, ce qu'on mesure, ça drive les comportements des gens. Puis ce que tu mentionnes de dire prendre une métrique qui appartient à l'équipe, la rendre visible à tout le monde, peut-être ça qu'on valorise, ça emmène des comportements peut-être de dire on va gonfler nos points, on va dire ce qui fait aucun sens. Alors que quand on le regarde, c'est de se dire ce qu'on s'attend d'une équipe, c'est qu'elle livre, c'est qu'elle s'est engagée, que ce soit 25, que ce soit 52, mais c'est la prédictivité dans le contexte, c'est de renforcer ça. Ma question c'est, vous avez des exemples justement de métriques qui sont mal comprises ou qui entraînent des mauvais comportements, comment est-ce qu'on peut se protéger un peu de ça dans ce que vous avez vu en mandat ou sur le terrain? Je ne sais pas, je vais peut-être répondre par rapport à quelque chose que je n'ai pas abordé qui a un lien avec ça. C'est justement la business value. Ces métriques-là, on pose la question à nos business, puis dit quelle est cette feature, elle a combien de business value? Il va me dire c'est 100. Puis je vais voir un autre gars de mon business, un autre PM ou quoi que ce soit, puis il va me dire celle-là elle vaut 100. Puis l'autre il dit 100. Ça n'a. Là, tout le monde va venir gonfler sa business value, alors qu'à la fin, quand on fait notre système démo, on va regarder au niveau de notre programme ou notre PI, qu'est-ce qu'on a livré, on a fait notre système démo, puis ça ne donne pas grand-chose. Quelque chose qui évite ça, puis moi que j'ai eu dans mes précédents mandats, c'est ce qu'on appelle le All Hands. Le All Hands, en fait, c'est une session où toutes les équipes vont montrer toutes leurs métriques, puis vont démontrer lors de la système démo qu'est-ce qu'ils en font. Puis moi, ce qu'on a tiré là-dessus comme leçon, c'était par exemple la lifetime value. La lifetime value, elle apparaît nulle part sur toutes les métriques, mais c'est une métrique qui permet de dire, quand on introduit un utilisateur dans notre système, c'est ça ce que veut dire lifetime value, c'est-à-dire tout au long de son introduction dans notre système, combien on a dépensé pour l'introduire dans notre système, c'est-à-dire par exemple l'acquisition de l'utilisateur, puis là, comment on a dépensé pour la rétention de l'utilisateur, puis qu'est-ce qu'il a rapporté comme business là-dedans. C'est-à-dire que, par exemple, un des mandats, je ne vais pas citer le client, mais il montrait le nombre de téléchargements de l'application mobile. Puis il disait que quand on a introduit telle feature, bam, le nombre d'utilisateurs a été multiplié, enfin on a eu 8% de plus d'utilisateurs. Puis là c'était parlant aux gens, on disait la lifetime value était mesurée. C'est-à-dire on a dépensé 100 jours pour faire ce développement, puis on a dépensé tant en communication et tout ça, puis on additionne l'acquisition plus la rétention, puis ça nous a dégagé ça, c'est-à-dire par exemple si c'est un site e-commerce, il y a eu tant de plus de pourcents de transactions sur notre plateforme. Puis ça c'est quelque chose qu'on touche. Mais il ne faut pas venir dans pas mal de compagnies où on dit chaque feature ça le vaut 100. Puis chaque business pour lui c'est important, puis sa feature elle dégage de la valeur. Voilà, une solution c'est d'avoir une grille commune. Là. En tout cas là où je travaille c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, d'avoir au lieu d'avoir des PM qui pointent la valeur un peu individuellement, mais le temps possible à s'entendre sur quelque chose d'uniforme pour que ultimement on a vraiment des features qui soient comparables. Ouais. Et puis aussi ça dépend des priorités, c'est-à-dire quand on fait un PI planning, on fixe les priorités au niveau, parce que généralement quand on évolue au niveau portefeuille, il y a un cockpit et ce cockpit-là adresse les priorités du PI ou les priorités de l'année. Et c'est là où je parlais moi au début de planification stratégique, parce que quand on est dans un niveau de planification stratégique, on va dire tiens, pour nous, il y a quelque chose qui va apporter aucune valeur, mais c'est du réglementaire et il faut le faire, c'est la priorité numéro 1. On a quelque chose qui va augmenter notre business de 25% ou qu'on va se démarquer de notre concurrent, puis ça c'est deuxième priorité. Puis c'est fixé au niveau du cockpit, le cockpit c'est quelque chose qui est au niveau exécutif, puis eux ils font des briefs de roadmap, ils en discutent, puis priorisent, puis généralement c'est là où on voit vraiment qu'il y a une certaine, homogénéisation de la valeur métier qui est mesurée. Parce que c'est à ce niveau du cockpit qu'ils disent voilà les priorités de notre compagnie. Je pourrais rajouter les pourcentages sont tes ennemis. Parce que je vais te raconter une histoire, une anecdote qui m'est arrivée. J'ai un directeur qui vient me voir, qui fait moi le DevOps, ça me stresse un peu. Je fais oula, pourquoi? Il fait
Parce que le taux de succès des changements, ouais, s'il n'est pas à 100%, dans ma réunion entre directeurs, ça commence à taquiner, comprenez, taquiner plus méchamment là, parce que mon taux de succès de changement, il n'est pas à 100%. Je fais d'accord, c'est gentil, mais il y a combien de changements? Et derrière, il me fait, moi en fait, mes autres directeurs me disent que je suis à 100%, puis il y a une direction qui a fait 2 changements en 3 mois, l'autre qui en a fait 1. Alors oui, tu as réussi tes 2 changements en 3 mois, l'autre en a fait 1. Puis moi, j'arrive avec 97 changements, mais j'en ai 94 qui ont réussi seulement, il m'en manque 3, donc je n'ai pas 100%. Et là, dans ma tête, je fais, oui, mais oui, ton pourcentage n'est pas à 100%, mais tu as amené 94 fois de la valeur contre 1 ou 2. Et en fait, c'est là où tu te retrouves que des fois, quand tu montes dans les équipes le comprennent bien, les directeurs le comprennent bien, mais quand tu commences à monter dans les strates, dans les grosses compagnies, ça commence à être une guerre de chiffres parfois, et parfois ça vient utiliser les chiffres pas dans le bon sens, selon moi. Donc je dirais attention avec les pourcentages là-dessus. Julien vient de dire quelque chose que je voulais dire pour te répondre à la base sur les métriques, c'est de l'éducation. Il faut éduquer les gens à leur dire voilà à quoi ça te sert les métriques. Tout le monde ne doit pas suivre toutes les métriques. Tu vas responsabiliser les gens pour bien suivre les métriques et c'est juste de l'éducation. Donc voilà, ça prend du temps. Il faut parler, dire ok, tu n'as pas à les suivre. Pour te prémunir de mauvais comportements, les suis pas. C'est pas à toi de les suivre. C'est pas beaucoup de gens. Alors je veux pas dénigrer le middle management, mais beaucoup de fois dans le middle management, les gens vont avoir tendance à vouloir beaucoup suivre l'opération. Pas à toi de le suivre, ne suis pas ça, responsabilise les bonnes personnes, ils vont le suivre, tu vas te prémunir de beaucoup de mauvais comportements que toi tu pourrais avoir autour de toi, c'est de l'éducation, c'est de l'accompagnement. Parce que tu disais Julien, ça rejoint la présentation du début où il y a un gros nombre de métriques qui sont combinées entre elles que tu peux faire l'histoire. Exact. C'est les métamétriques, ça peut vite devenir un cauchemar, et puis tu as ça, et faites attention quand vous avez votre équipe. Alors moi, je parle des équipes de développement, c'est beaucoup là où je travaille, au niveau équipe de développement, puis direction au-dessus. Faites pas des tableaux de bord à 380 avec des métriques, parce que votre développeur qui arrive, qui a 47 métriques à suivre, il panique. Et il fait ouais, et puis à la fin, le tableau, il ne le regarde plus jamais. Donc, et préconiser 2, 3, 4, 5 métriques que les gens comprennent, et puis après, comme tu disais, tout le monde ne doit pas suivre toutes les métriques. C'est un prémuni de problème. Là, j'appuie sur justement, c'est comment on a fait cette présentation, c'est le storytelling des métriques. C'est-à-dire que chaque métrique raconte une histoire. Puis Julien avait suggéré quand on a commencé à travailler sur... Il dit, mais ton tableau là, il est surchargé et tout ça, mais tu devrais faire le storytelling pour expliquer. Puis il dit, c'est vrai, ce qu'on fait avec nos métiers, nos business, c'est qu'on leur raconte une histoire. Pourquoi? Nous, on s'en fout, c'est du 29, 26, 23, combien ça a donné. Mais le plus important, c'est que ça te dit où est-ce que ça fait mal, justement. Pourquoi? Le comment. Pourquoi moi, je vais aller parler à un directeur, puis je dis, j'ai besoin de plus de ressources. Mais justifie-moi ça. Pourquoi tu as besoin de plus de ressources? Puis c'est là, je vais appuyer mes métriques. Puis je dis, écoutez, si on n'a pas, par exemple, plus de ressources, puis qu'on n'arrive pas à faire de l'onboarding et tout ça, on ne va pas livrer ce qu'on attend comme valeur. Et justement, c'est ça ce qu'on a construit justement dans ces présentations. C'est ce storytelling qu'il faut raconter à nos business. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'on accorde de la business value aux travaux de maintenance? Ah, j'adore la question. Dans la théorie ou dans la pratique? Dans la théorie, t'enseignes, la maintenance ne te fait pas gagner de valeur d'affaires, elle évite de t'en faire perdre. Si je peux renchérir sur cette question, qu'est-ce que vous auriez comme recommandation pour faire descendre la valeur un train de plateforme ou une équipe de back-end, la valeur business? Et je te laisse répondre ça. Personnellement, je n'aime pas beaucoup la définition que c'est utilisée, qui s'appelle business value. Normalement, on recommande à nos équipes garder le mode value. Okay. Garder le mode value seulement. Okay. C'est quoi les valeurs qui va donner livrer cet objectif? Okay. Et quand on parle que le business owner va donner les valeurs, dans le business owner, il faut inclure un architecte. Okay. Et quelqu'un de l'équipe d'opération aussi, si ton train va livrer travail d'opération aussi. Si quelqu'un dit, pour moi les valeurs c'est zéro, puis ok, on ne fait pas. Si c'est zéro, on ne fait pas. Non, mais on a besoin de faire. Ça veut dire que c'est pas zéro.
Okay? Il faut mettre les business owners ensemble et définir les valeurs. Il y a des valeurs que l'autre ne va pas connaître. L'autre doit l'éduquer, l'expliquer qu'est-ce qui va arriver si on fait pas ça. Donc, moi, je préfère travailler avec mes équipes et laisse le mot business, laisse juste le mot value. Okay? Il y a des objectifs qui vont livrer les valeurs. Ça marche mieux et tout le monde a la même compréhension et ça marche mieux. Parce que ça revient bien à ton exemple que tu mentionnais tantôt, c'est une équipe qui pourrait avoir fait, mettons, 95% du travail, mais livrer 50% seulement de la valeur. Peut-être qu'il y a beaucoup de ça, justement, c'était du travail d'un train de plateforme, justement, qui est en train de mettre en place une infrastructure. Et tant que l'infrastructure, je ne sais pas, mettons, c'est une migration, juste pour donner un cas facile, tant que le milestone n'a pas été atteint, c'est dur dès que le milestone était atteint, on va pouvoir tout migrer, la valeur va être toute atteinte. Mais avant de se rendre c'est l'effort de vente qui n'est pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas assez de vente. On n'a pas vendu bien le truc. Parce que sur un e-commerce, une landing page, c'est primordial. Sur une landing page, il n'y a rien derrière. C'est la première chose un login qui ne marche pas. Sur Amazon, imaginez que le login ne marche pas. Il y a tout derrière qui a zéro value. Donc c'est toujours une négociation. Il ne faut jamais présenter une métrique comme ça par email. Il faut toujours être là pour expliquer, présenter Au niveau de la stratégie, ce que tu peux essayer, par exemple, parce que le grand débat, c'est toujours est-ce que je corrige une faille de sécurité ou un bug versus j'amène une nouvelle fonctionnalité. Là, tu as les affaires qui te disent j'ai besoin de la nouvelle fonctionnalité, ton bug, en dehors de le bouton pour ajouter au panier n'existe plus, là c'est sûr que ça touche au portefeuille tout de suite, là, voilà. Une manière que tu peux amener, parce que souvent le product owner ou la personne qui vient te mettre ta valeur à faire, il fait ouais mais ça vaut quoi? Mais le problème dans l'autre sens, si je fais pas ma migration, si je corrige pas mon bug, qu'est-ce que ça va te coûter si le problème arrive? Si j'ai une faille de sécurité, que quelqu'un rentre dans le système, ça te coûte combien? On ramène tous à l'argent, au dollar value, parce que c'est international le dollar. Effectivement, le réglementaire, ça ne rapporte pas, mais on va payer des amendes derrière. On les connaît d'avance. Tu as ça, tu as l'image de marque aussi. Tu as l'image de marque, ce genre de choses. Donc ça peut t'aider à prioriser, à mettre de la valeur sur des aspects plus techniques, souvent, ou des aspects de plus de correction. Il y a une métrique dont on parlait, Julien, c'était le temps de reprise après. Temps de restauration. Temps de restauration, ça, c'est quelque chose qui fait perdre de l'argent. Combien ça te coûte une minute, ton système pas disponible? Amazon, il la trouve pas drôle, la minute ratée. Ah ouais. Je vais donner un exemple très concret, là, et puis je vais citer le client, là, Carrefour, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez tout le monde, qui a une enseigne d'hypermarchés en France. Puis eux, faire tomber leur site e-commerce pendant, je donne un ordre d'idée, pendant même pas une heure, ça leur fait perdre des millions. Donc imaginez, parce que surtout pendant le temps de la pandémie, quand tout le monde était sur, on veut avoir notre slot pour commander, pour ramener, pour se faire livrer à la maison, tout le monde était sur le e-commerce, tout le monde. Imaginez qu'est-ce que perdent ces sites e-commerce pendant la pandémie. Pendant juste, par exemple, le système qui tombe, c'était ce qu'ils ont vécu au début. Au début, c'était tout le monde s'est pointé sur le site, puis bam, le site ne fonctionnait plus. Vous savez ce qu'ils ont fait après? Ils ont fait une file d'attente virtuelle pour ne pas surcharger le système. Donc, juste pour qu'ils ne perdent pas. Donc, les gens devaient attendre au début pour éviter que le système tombe. Est-ce que vous avez une autre question? Merci. Puis j'aime la construction de tout le monde. Ça me fait plus comprendre une bonne idée pour le value plutôt que le business value. C'est qu'effectivement, si on parle en termes de dollars, on ne se rend pas. Si on parle en termes de value, on n'a pas encore livré d'argent, mais on a progressé sur le projet. Ça aide beaucoup à la compréhension. Quelque chose qui t'aide aussi dans ces trucs de valeur, c'est que tu fasses ta priorisation, pas que des gens d'affaires de leur côté, pas que des gens techniques de leur côté, conjointement. Ça va t'aider aussi à démystifier un petit peu ces business value. Tu vas te rendre compte que, il y a une valeur. Donc ne travaillons pas en silo, tu vas toujours au même point. Silotons pas nos travaux, nos expertises, priorisons ensemble, ayons une priorisation commune. Et là, on va livrer jusqu'à la valeur de façon générale. Ça aide pas mal. Donc c'est faire des comptes, faire des liens entre tes affaires et ta technique.
un autre point à considérer pour les business values, c'est qu'on parle des valeurs dans les PI. On parle des PI objectifs, valeurs. Si je veux dire, mon objectif à la fin de cette PI, c'est laisser tout prêt dans le livrement de staging ou dans le livrement de tests. Ça, c'est mon objectif. Les valeurs, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui roule dans la prod. Chaque équipe va définir son objectif. Je vais définir une valeur pour cet objectif. L'objectif, pas nécessairement, c'est quelque chose qui roule dans la prod. Ok. C'est la chose. Oui. Moi, j'ai une question parce que dans une organisation où le langage n'est pas commun partout, comment on fait, c'est quoi l'outil qu'on peut utiliser pour avoir un langage commun sur l'établissement de la valeur? C'est fort tips. Parce qu'on discutait du temps logging, c'est lui qui donne la valeur, mais toute valeur a une dépendance d'une valeur, toute valeur. Fait qu'on peut descendre et remonter comme ça à l'infini. Quel est le langage commun? C'est quoi les critères pour avoir une... Il y a beaucoup dans la formation, c'est FPOP, il y a un petit peu plus de détails dans ça, mais je vais essayer de donner une réponse super simple. Okay? Ce n'est pas la meilleure, mais c'est simple. Les valeurs, ce n'est pas quelque chose que tu vas calculer. Okay. C'est une assignation. Okay? Parce que la même chose, c'est une formule. Donc moi, qu'est-ce qu'il va ça, plus ça, plus ça, plus ça dans les valeurs? Combien d'argent ça représente ça dans les valeurs? Dans cette PI, l'équipe, les PO, avec les product management, avec l'architecte, avec les équipes d'affaires vont s'arrêter. Pour moi, okay, voici la liste des objectifs. Okay? On va choisir c'est quoi le plus important. La liste est le troisième. On va mettre un 10 dans ça. C'est assign. On va assigner la valeur. 10. Après ça, on va. Ok, la première comparaison de lui, c'est assez important, c'est moitié important, c'est 3 quarts important. Et on commence à dire ça va être un 7, ça va être un 8, ça va être... On fait la formule. Je donne les valeurs pour cette PI et pour cette équipe. Mais ce n'est pas la même chose pour l'autre équipe. Pour l'autre équipe, c'est différent. Pour les prochaines PI, ça peut être différent. Je ne peux pas faire une projection des business value dans le temps parce que chaque PI, ça va changer. Et ce n'est pas compliqué de chercher une formule. L'intention avec les business values, c'est une priorité à l'équipe. C'est pour ça que l'image, les graphes, n'est pas en fonction des business value points, c'est en fonction du pourcentage de réalisation des business value. Dans le cas de l'entreprise dans laquelle je travaille, quelque chose, je ne sais pas, peut-être 500 en développement, le PI planning, c'est un gros moment. Et c'est tout le monde qui se bagarre pour prendre de la ressource. Il n'y a pas de langage commun. C'est que je comprends la logique, oui, on s'assigne ça c'est 10 points, ça vaut moins que celui qui a 10 points. Donc mais ça reste que c'est toujours un combat perpétuel dans ces réunions. De ce que je comprends, c'est qu'il faut que ce soit plus en petit comité, oui, plutôt que ce soit en grand comité. C'est comme... Oui, pour ton équipe. C'est pour ton équipe, tu as défini la valeur pour ton équipe. Et si les deux travaillent dans le même objectif, peut-être pour cette équipe c'est 8 et l'autre équipe c'est 10. Pourquoi? Parce que dans s'aligner des objectifs, ça c'est le plus important. Les business values, ça aide à donner la priorisation à l'équipe au niveau des business. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec les business values? On les met à la poubelle. On ne les garde pas. Okay? Vous êtes à améliorer l'équipe, à trouver la livraison des valeurs. Ce n'est pas l'accumuler. Ça va changer chaque année, chaque PI, ça change. Quand on parle de valeur, en fait, c'est de parler de priorité. Exactement, au niveau des PI. C'est justement ce que quand tu fais ton PI planning, puis tu descends des pics à future à user story, ça dépend du PI planning, puis ça dépend des priorités que tu t'es fixées pour ton PI planning. C'est justement, j'aime bien ce que tu as cité là-dessus, c'est la relativité dans la priorité de ce que tu mets dans ton PI planning. De toute façon, pour moi, toutes ces informations, elles sont guidées par rapport à ce que veut le client à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, le client, s'il veut son produit qui soit comme ça, etc., en fait, c'est lui qui détermine la valeur. Enfin, pour moi, il n'est pas censé avoir de bataille en tant que telle si la valeur qui a été communiquée par le client est bien comprise par l'ensemble des... Ouais, mais le problème, c'est que parfois, tes équipes sont tellement loin de ton client final que tu ne peux pas forcément avoir la voix de ton client. Ça passe par des biais dans ton organisation. Et c'est ces gens-là qui doivent s'aligner. C'est pour ça qu'on parle de co-construction avec le client aussi en tant que tel. Et du coup, tu parlais de ramener les affaires à l'intérieur, c'est d'où l'importance
Mais tu vois, c'est pas toujours simple pour les gens qui font le travail d'avoir la voix du client, tu vois, parce que c'est parfois très très loin de leur quotidien, de ce qu'ils font au quotidien. Pourtant, c'est le plus important. Parce qu'à la fin, le rendu, c'est ça le plus important. Mais tu vois, par exemple, quand tu as des équipes qui font de la maintenance de serveurs, pour eux, la voix du client, c'est très très loin de leur quotidien. Et pourtant, ils ont un gros impact sur ça. Et c'est ça qui détermine si ce qu'ils font, par exemple, au quotidien, c'est bon ou pas bon. Mais ils n'ont pas forcément cet accès à ça. Donc ça te prend que toi, enfin, pas que toi, mais en tout cas, ton train soit capable de t'amener la bonne information, de t'amener les bons retours pour savoir si tu es dans la bonne direction. Mais tu n'as pas toujours accès à ton client, tu sais pas si... Tu sais, parfois tu as des gens qui livrent des choses, ils ne savent même pas est-ce que ça a apporté de la valeur, est-ce que ça a plu à mon client. Tu as plein d'équipes, c'est ça, hein. Ils livrent des choses sans jamais savoir ce que le client en bout de ligne pense de leur travail ou de leur produit. Ça, c'est red flag direct. C'est que t'as plein ça arrive t'as plein d'équipes qui sont au milieu d'une chaîne. Tu sais, on parle beaucoup de microservices. Ça veut dire que tu as plein d'équipes qui font plein de microservices. Puis à la fin, tu leur demandes, ok, mais ça fait quoi la valeur? Mais en fait, c'est parce qu'ils se font appeler par une autre équipe, qui se font appeler par une autre équipe, qui se font appeler par une autre équipe. Puis finalement, celui qui est en contact avec l'utilisateur final ou le client, c'est celui qui fait l'interface graphique tout en haut. Et à la rigueur, tu as la personne en base de données qui prend toute la catastrophe qui lui arrive d'en haut. Et tu arrives dans tes développeurs, tu fais d'accord, mais au niveau de l'utilisateur final, ça lui apporte quoi? Puis les pauvres développeurs et développeuses sont là en disant ben, moi je me fais appeler par l'autre équipe et puis j'appelle l'autre équipe derrière, je me retrouve en plein milieu de toute une chaîne. Et là, le travail d'abstraction pour les ramener à ce que tu fais, ça sert à quelque chose. C'est bête de dire comme ça, hein. Mais ce que tu fais sert à quelque chose, des fois, tu as juste des développeurs qui sont heureux en disant « Ah ouais, mais en fait, c'est vraiment utiliser mon bout de code. » Ça, je pense, ça a été la plus grosse difficulté de l'Agile, c'était réconcilier l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur avec tout le reste. Parce que moi, au début, quand j'ai commencé dans l'agilité, c'était on fait une interface graphique, puis comment on l'a fait dans nos produits, dans nos projets agiles. Puis là, c'était la grosse catastrophe parce que il y avait un graphiste qui pondait l'interface, puis dit bah, faites comme vous voulez, moi ça y est, j'ai fini moi j'ai tout fini. Hein. Puis derrière, on devait un peu se tordre les pieds, les mains pour s'adapter à l'expérience utilisateur, puis l'interface utilisateur. Puis ce que dit Alexandre, moi je pense que, enfin moi ce que j'ai vécu, les systèmes démo avec les all hands, ça permettait justement à des gens qui faisaient de la maintenance de système de voir que cette maintenance-là était essentielle dans la fin. C'est-à-dire quand ils ont sorti, puis ils ont dit on a gagné tant d'argent, puis on a augmenté tant de pourcentage, ça a été ça la valeur. Puis ils disent bah ok, au moins on sert à quelque chose. Tu vois, c'est ça je trouvais vraiment cette cérémonie-là, faire un système démo dans le all hands. All hands, c'est tout le monde participe, tous les gens de l'entreprise, puis on fait une démo commune. Puis on célèbre aussi, parce que c'est important, que les gens montrent que ce qu'ils ont mis en effort, ça a vraiment payé au niveau très haut, puis au niveau des clients. Puis là, ils le comprennent un peu plus, on va dire, physiquement touché. Ouais, du concret. En fait, ce que j'allais dire, c'est qu'on va peut-être arrêter la période de questions-réponses. Et puis maintenant, libre à vous, vous pouvez échanger entre vous directement, tous ensemble. Et puis comme ça, on va pouvoir manger puis on va, parce qu'on ne va pas gaspiller. Ah ouais. Mais nous sommes sur LinkedIn, je vais tu as des questions pour les trois. C'est où sur LinkedIn? Roland Ramirez. Kamel Jelal, puis Julien Dort. Dans l'invitation, dans LinkedIn, c'est tout. On va partager la présentation sur LinkedIn. Les questions. Ouais, là, il y a... Merci à tous. Merci.